Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans l'autre football, le podcast du site Lucarno Posé, l'émission radiophonique des Globetrotters du foot. C'est un spécial Copa de Oro, Gold Cup ou Coupe d'Or, tiens pourquoi pas, il y a aussi des francophones qui participent, que l'on vous propose ce soir. C'est la fameuse compétition de nations de la CONCACAF qui va se dérouler sur tout ce mois de juillet 2017 et qui aura lieu aux surprises aux États-Unis, comme chaque année comme chaque édition depuis 1991. Alors même si parfois, je vous le concède, il y a eu des partenariats avec le Mexique ou le Canada pour la dernière en 2015. Pour ce podcast, je vais donc faire appel, vous en doutez, à la team CONCACAF de Lucarno Posé. Donc nous serons rejoints par Grégory Chaboch, notre réservoir spécialiste du Costa Rica, par Nicolas Cougo, el patron, el dueño de Lucarno Posé, mais pour le moment, on va commencer avec le plus local, et c'est plus logique, c'est tout à fait juste, le plus local de l'équipe, notre touche québécoise, Anthony de Varenne. Comment tu vas, Anthony? Bien, toi? Ça va bien, et bientôt les vacances. Avant de démarrer, je vous rappelle rapidement le format de ce tournoi continental, qui compose donc de 3 groupes de 4 équipes, dans lesquelles se qualifieront les 2 meilleures équipes, ainsi que 2 des meilleurs troisièmes. On part ensuite en quart, en demi, etc. Moi, je vais vous donner un petit peu les groupes, savoir de qui ils se composent. Alors on a le premier, le groupe A, qui se compose du Canada, du Costa Rica, de la Guyane française et du Honduras. Dans le second, on retrouve la Martinique, le Nicaragua, le Panama et les États-Unis. Et enfin, dans le dernier, on retrouve le Grand Mexico, le Grand Mexique, les Antilles hollandaises. Ça, c'est assez particulier. On les a rarement vus, je pense, jouer au foot. San Salvador, excusez-moi, et la Jamaïque, ma foi, on a tendance à voir. Si on se rappelle de cette équipe si fantaisiste de 1998 en France, ma foi, honneur à l'hôte. Aux États-Unis, on va commencer par parler des États-Unis, donc qui a fait plus ou moins table rase de la période Klinsmann après la déconfiture de l'an passé, la Copa Centenario en 2016. Alors Antoine, dis-nous, elle va avoir quel visage cette année les Yankees? Les États-Unis, même si leur visage a changé, ils feront tout pour remporter chez soi leur 7e titre à la Gold Cup. Pour ce faire, ils devront avoir le dessus, comme tu as dit, en phase de groupe sur la Martinique, le Nicaragua et le plus coriace des 3, le Panama. Mais bref, si tout va bien, les États-Unis devraient finir premier de leur groupe. Le sélectionneur est maintenant Bruce Arena, lui qui, comme tu viens de le dire, remplace Jürgen Klinsmann, remercié en 2016 suite à des contre-performances en qualification de la Coupe du Monde et une Gold Cup 2015 assez ratée. Et Bruce Arena fait un Centenario raté aussi, où il avait été éliminé dès la sortie de poule, je crois, alors que les États-Unis se voyaient bien au moins aller en finale à la maison pour cette coupe si particulière. Puis Bruce Arena, il me semble que c'était pas du tout le copain de Jürgen Klinsmann. Non, c'est ça. En fait, Bruce Arena fait un retour en sélection américaine après un passage entre 1998 et 2006. Moi, je l'ai connu premièrement lorsqu'il était au LA Galaxy avec son équipe, avec des David Beckham, des Steven Gerrard, Robbie Keane, des excellents joueurs comme ça. Et Bruce Arena est un excellent entraîneur selon moi et il va très bien être sélectionneur des États-Unis. Et son groupe qu'il a choisi, Bruce Arena, va comporter 17 joueurs de MLS, 4 qui viennent du Mexique et 2 d'Angleterre. Bref, un renouveau qui met en vedette les joueurs de MLS avec très peu de joueurs américains qui évoluent en Europe. Bref, ce sera un tournoi servant principalement de préparation pour la Coupe du Monde avec l'occasion de voir des joueurs qui attendent tout simplement leur chance. Des joueurs comme Jeff Cameron en Angleterre, Bobby Wood aux États-Unis seront pas du voyage. Même des éléments importants des États-Unis, mais en MLS comme Tim Howard. Tim Howard, José Altidore ou même Michael Bradley n'ont pas parti du voyage, mais pourront peut-être accéder aux États-Unis après la phase de groupe. Ah oui, alors explique-nous, parce que ça, tu m'as expliqué tout à l'heure, avant de commencer l'émission, cette règle. Après la phase de poule, les équipes sont autorisées à changer 6 joueurs. Oui, c'est ça. Donc, des éléments importants américains comme Howard, Altidore, comme on vient de dire, Bradley, Dempsey, pourront faire leur entrée si Arena le veut bien. Et tu penses, de ce que tu sais,
de ce que tu sais, tu penses que ces joueurs vont intégrer la sélection américaine pour les phases éliminatoires ou il veut vraiment préparer avec ce groupe de jeunes et il est vraiment parti pour s'en passer? Ça, j'en suis pas certain. Mais des joueurs comme Altidore et Bradley, qui sont deux joueurs clés pour Toronto, selon moi, étaient censés aller à cette Gold Cup, même si des éléments importants n'étaient pas du voyage. Donc, je serais pas surpris de voir au moins ces deux-là entrer en course lors des éliminations directes. Toutefois, Bruce Arena pourra compter sur des joueurs clés comme Brad Guzan, qui dans les derniers temps faisait office de doublure à Tim Howard. Lui qui fait partie désormais du Atlanta United en MLS en date du 1er juillet, je crois. Il est âgé de 32 ans et a fait le plus gros de sa carrière avec Aston Villa en première ligue anglaise, où il a disputé un total de 144 matchs en 8 ans. Lui qui a effectué sa dernière saison en première ligue avec Middlesbrough l'an dernier. Aussi, en défense centrale, Omar Gonzalez, défenseur central anciennement avec le LA Galaxy, qui évolue depuis l'an dernier à Pachuca, et où il a gagné le Clausura 2016 et la Ligue des champions de la CONCACAF. Il a un total de 40 sélections avec les États-Unis et devrait être un joueur important en défense pour épauler Brad Guzan. Un autre joueur clé de la formation américaine, même s'il n'a pas eu trop de sélections, c'est Dax McCarthy, un des milieux les plus performants en MLS, qui a enfin eu sa chance en sélection grâce à Bruce Arena, qui a avoué en entrevue adorer le joueur en ayant voulu l'acquérir lors de son temps en MLS avec les LA Galaxy. De plus, le 1er juillet dernier, face au Ghana, en amical, un match de préparation de la Gold Cup, il a été l'un des joueurs les plus intenses et performants du côté américain dans la victoire de 2-1. Ces joueurs clés, selon moi, vont jouer dans un dispositif autour d'un 4-4-2 ou d'un 4-3-3, dépendant des adversaires, puisque Bruce Arena aime changer de dispositif de l'adversaire. Selon l'adversaire, il s'adapte à la tactique et ouais. à la fois la squelette de son adversaire. C'est ça, comme contre le Mexique qui avait choisi une défense à 5. Ouais. Mais sur un 4-4-2, par exemple, la défense devrait être constituée de Villafaña à gauche, Gonzalez et Hedges au centre et Graham Zusi à droite. Pour les milieux et les attaquants, ça va dépendre toujours d'un style plutôt offensif ou défensif. Et les joueurs qui seraient à surveiller, qu'on a rarement vu jouer avec les États-Unis, sont Kellyn Acosta, qui évolue à Dallas. Il est seulement âgé de 21 ans. Il a déjà 9 sélections et a fait 96 matchs en MLS avec Dallas. Il est un milieu capable de marquer avec 3 buts et 2 passes décisives en 13 matchs avec Dallas, mais sans avoir un rôle moins offensif avec les Stars and Stripes. Même si lors de l'amicale du 1er juillet dernier, il a marqué un but sur coup franc. La Gold Cup sera très, très importante pour lui s'il veut une place dans l'effectif dans les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, mais il a le niveau pour y arriver. D'ailleurs, il était sur le terrain au dernier match de qualification face au Mexique. Donc lui... Costa qui a 22 ans, hein, donc vraiment un jeune joueur. Oui, c'est ça. Malgré son jeune âge et les Américains au milieu qui sont quand même performants, il arrive à se faire une place petit à petit et devrait être un des éléments clés dans les années à venir. Finalement, un autre joueur à surveiller, ce sera Dom Dwyer. Il a reçu sa nationalité dernièrement, le 16 mars plus précisément, et a effectué son premier match en tant qu'Américain j'ai encore parlé du match amical face au Ghana, et a inscrit son premier but lors de ce match. Il est d'origine anglaise, mais est aux États-Unis depuis 2009 lorsqu'il a décidé de venir en Amérique du Nord pour étudier. Mais c'était aussi un choix sportif car toutes les équipes anglaises le refusaient dû à 3 fractures du pied dans son jeune temps. Oui, c'est ça. Et le médecin lui disait « Tu ne pourras jamais aller au niveau professionnel ». Et il a percé et finalement il a réussi en MLS. Il y en a beaucoup des histoires comme ça. Par contre, selon le site officiel de la Gold Cup, il joue, et c'est assez rigolo, parce qu'en fait, il donne une liste des joueurs avec leur âge et le club dans lequel il joue. Et le club affilié à Dom Dwyer selon le site officiel de la CONCACAF de la Gold Cup, c'est la MLS All-Star, qui est une sélection de joueurs du championnat nord-américain. Alors du coup, il joue où D'ailleurs, il n'a pas de club, il apparaît juste pour les sélections. Il joue pour le Sporting Kansas City. Les suiveux de MLS le connaissent. Il joue là depuis 2012 pour 57 buts en 128 apparences. Et tout comme Acosta, la Gold Cup lui offrira une chance de se prouver et pouvoir remercier le pays qu'il a accueilli depuis toutes ces années. Mais n'ayez pas peur, il est dans un club. Il joue pas pour la MLS All-Stars, excepté une fois par année. D'ailleurs, cette année, ça va être contre le Real de Madrid. À noter un joueur aussi qui aurait été surveillé, c'est Kenny Saef, d'origine israélo-américaine qui évolue pour la Gantoise en Belgique. Mais malheureusement, il s'est blessé aujourd'hui en date du 5 juillet par Chris Pontius, un autre joueur évoluant à MLS.
un joueur évoluant en MLS pour l'Union de Philadelphie, anciennement le DC United, un milieu expérimenté en MLS qui est anciennement un buteur, mais avec seulement 2 sélections depuis que Bruce Arena a pris la barre de la sélection. Bref, c'est Bruce Arena qui lui a donné sa première chance avec les États-Unis au camp international de janvier. Donc, c'est ça qui fait le tour des États-Unis. Oui, moi j'allais te poser justement une petite question concernant un joueur qui me semble pas que tu l'as évoqué, mais qui est assez connu en France notamment, plus en Europe, mais notamment en France et du côté de Nantes, de la Jonelière. Je parle bien sûr d'Alejandro Bedoya, je dis ça comme un Mexicain, donc il doit être d'origine ou portoricain, je sais pas, mais bref, donc Alejandro Bedoya, voilà, disons comme ça. Tu le vois pas, c'est un des joueurs les plus expérimentés du groupe, tu le vois pas titulaire, Bedoya? Oui, je le vois titulaire, mais c'est vrai, j'aurais pu parler de Bedoya, qu'il y a quand même 55 sélections avec les États-Unis, dont 2 buts. C'est un joueur qui évolue en tant que milieu. En club, c'est plus milieu offensif, mais avec les États-Unis, c'est milieu axial, moins offensif. Il joue plus reculé qu'à Nantes, donc avec les États-Unis. Ouais, il est plus milieu relayeur, comme on dit. C'est un joueur, comme tu viens de dire, qu'il a joué pour l'FC Nantes et pourrait très bien faire dans un schéma de 4-3-3 avec Dax McCarthy et Kellyn Acosta. Ça pourrait très bien évoluer ensemble. Ou sinon, dans le 4-4-2, en compagnie, encore une fois, de McCarthy ou Acosta. Mais oui, c'est quand même un rouage important de la sélection américaine. Ouais, moi j'ai une petite question pour toi, Anthony. Déjà, je dis bonjour à tous puisque Simon m'a un peu bâché. Je t'ai pas bâché, tu étais censé arriver plus tard et je n'avais pas prévu mon intro en te comptant parmi les premiers arrivés. Donc oui, voilà, mes chers amis, Grégory Chaboch, qui était censé nous rejoindre en fin d'émission, prendre la chose en route et finalement arriver bien plus tôt que prévu. Et on en est content. Dis-nous, Grégory, qu'est-ce que tu as comme question Non, juste une petite question à Anthony. Comment dire, la vue d'ensemble de ton équipe nationale, enfin du moins des États-Unis, ça me semble surtout être des joueurs qui jouent en MLS, qui jouent sur le continent. C'est une volonté du sélectionneur ou en fait c'est toi qui as préféré nous parler des joueurs qui évoluent en MLS et en fait c'est un peu mélangé avec les joueurs qui jouent également à l'étranger? En fait, bien noté, il y a seulement 17 joueurs qui évoluent en MLS pour cette Gold Cup. C'est simplement que Bruce Arena a voulu donner sa chance à d'autres joueurs que des joueurs qui évoluent en Europe, par exemple des Jeff Cameron, des Bobby Wood, même Christian Pulisic, la jeune pépite du Borussia Dortmund. Donc Arena a voulu donner, comme je viens de dire, donner sa chance à des joueurs de MLS ou du Mexique afin au niveau national. Ouais, ok. Et au niveau du jeu, ça donne quoi? C'est plutôt un style Bruce Arena, c'est un style offensif, c'est un style défensif. Il n'a pas de style du tout, il s'adapte à son adversaire. C'est plutôt quoi Bruce Arena? Il s'adapte à ses adversaires. Par exemple, face au Mexique, lors du dernier match de qualification, c'était vraiment défensif, 5 joueurs derrière et tout. Mais face à des nations comme Trinidad-Tobago, même contre le Canada, il est vraiment offensif. Contre le Honduras, je pense qu'ils ont gagné 4-0. Je me souviens plus trop. Mais il s'adapte à ses adversaires. Mais contre des équipes de niveau un petit peu plus faible, il va être vraiment offensif. Oui. Moi, juste pour terminer sur les États-Unis, j'ai quand même une question. Si, mettons qu'après la phase de poule, il intègre des joueurs un peu plus expérimentés, mais qui gardent, mais seulement un petit peu, comme tu dis, qui gardent ce groupe assez jeune, est-ce que tu penses que ça peut suffire pour venir à bout du Mexique, qui est le très très gros favori, et du Costa Rica, qui en est un autre? C'est sûr que peut-être rendu aux alentours de la finale face à un Mexique et un Costa Rica, peut-être que l'alignement des États-Unis va être un petit peu léger, mais je crois que c'est sûr que moi, je regarde la MLS et tout. J'ai de l'espoir en eux, mais j'aimerais bien ça que les joueurs de MLS prouvent à la CONCACAF et au monde entier qu'ils sont capables de jouer au haut niveau. Et je pense que si les États-Unis se rendent loin à cette Gold Cup, ça va aider la MLS aussi en termes de notoriété. Oui, parce que cette fois, il y a beaucoup moins de joueurs européens ou passés par l'Europe. C'est du pur produit MLS. Donc voilà, c'est sûr que, oui, comme tu le dis, si les Yankees, les Stars and Stripes vont loin, voire gagnent cette compétition, montrent de belles choses, ce sera une super promo, une super image de ce qui se produit en Major League Soccer. J'ai une dernière question juste pour Anto avant que Simon t'enchaîne avec un autre sujet. Est-ce que la Fédé américaine a donné à Bruce Arena un objectif précis ou
au vu de la situation, sachant qu'il a pris le poste il y a peu de temps, on n'a pas donné forcément d'objectif pour la Gold Cup en lui disant en gros fais ce que tu peux, ça sera déjà bien. Je crois que la Fédération américaine, avec la Gold Cup 2015 assez désastreuse qu'ils ont connue, je pense qu'ils vont vouloir vraiment se relancer sur cette Gold Cup 2017 pour relancer un message à toute la CONCACAF en entier pour dire qu'ils sont présents. Mais c'est sûr que quand on voit qu'ils n'ont pas pris les meilleurs joueurs, c'est comme deux façons de penser que peut-être qu'au final, ça va bien marcher. Mais j'ai vraiment l'impression que la Fédération américaine a donné carte blanche à Bruce Arena, mais il va toujours à la Gold Cup pour gagner. Là. C'est pas juste Non, mais évidemment, faire... évidemment, c'est juste que moi, je me pose une question, c'est, mettons, ça soit par exemple, ça soit vraiment un tournoi horrible pour eux et qui sortent du premier tour, mais qui sortent pas du premier tour. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Fédé, elle crie un peu, ou est-ce que finalement Bruce Arena il sera conforté quoi qu'il arrive pour le mondial? C'est sûr que Bruce Arena, je pense que même avec une Gold Cup désastreuse, il va rester en poste, mais c'est sûr que ça ferait... la Fédération américaine demande au moins une demi-finale, selon moi. Là. En bas d'une demi-finale, ça serait vraiment désastreux, un échec. Mais au moins une demi-finale, se rendre en demi-finale, même la finale est obligatoire pratiquement, mais ça serait vraiment... ils ont vraiment donné carte blanche à Bruce Arena pour voilà, il y a une pour la on va dire, compétition. on résumera ça comme ça. On va dire que la fédération donne un impératif de résultat, mais pas de victoire. C'est-à-dire que les États-Unis sont obligés de montrer quelque chose de positif, quelque chose de marquant, de montrer qu'ils sont présents, que même si c'est une jeune génération qui n'est pas forcément celle qu'on attendrait pour remporter une compétition, elle peut être compétitive pour le coup. Mais pas forcément la gagner, parce que ça reste une équipe, allez, une équipe B ou une équipe jeune. Alors, pour continuer donc un peu avec toi, ta sélection, les Rouges du Canada. On en avait rapidement parlé lors du tout premier podcast, pour ceux qui se rappellent. La nation du hockey a bien plus de peine à exister sur la planète foot, quelque chose d'établi. Mais selon toi, il y a de l'espoir pour le futur. Explique-nous. Oui, effectivement. Simplement, pour débuter, vous informer que le Canada est probablement 109e au monde au classement FIFA, mais a tout de même gagné 2 Gold Cup en 1985 et en 2000. Cependant, la dernière fois qu'ils ont sorti de la phase des groupes, c'était en 2009, lorsqu'elle avait été éliminée en quart de finale. Donc, l'objectif de cette année sera de sortir des phases de groupe pour une des premières fois. Un de ses matchs les plus importants, ça va être contre la Guyane française de Florent Malouda. C'est son premier match. Devra le gagner pour espérer... de Florent Malouda sur le terrain ou en tant que coach? Sur le terrain. J'avais laissé passer ça, dis donc. D'accord, ok. Et devrait au moins faire un nul contre le Honduras ou le Costa Rica. Je pense que c'est plus probable contre l'Honduras, parce que le Costa Rica est vraiment Donc, pour réussir l'objectif, comme je viens de dire, doivent gagner contre la Guyane. Et c'est ça, l'espoir que tu disais, Simon, le vent nouveau, c'est Octavio Zambrano qui remplace l'ancien sélectionneur Benito Floro. Zambrano est d'origine équatorienne, mais connaît très bien le foot nord-américain, car il a entraîné 15 ans en MLS, soit en tant qu'adjoint ou en tant qu'entraîneur-chef. Depuis son arrivée, il y a seulement eu un match face au Curaçao, que c'est l'Antille hollandaise, mais je pense qu'ils sont maintenant appelés le Curaçao, qui sont 75e au monde. Oui, tout à fait, j'ai parlé des Antilles hollandaises, mais en effet, l'autre nom des Antilles hollandaises, c'est bien le Curaçao, qu'on connaît aussi comme une boisson bleutée qu'on utilise dans des cocktails pour faire le Blue Lagoon, ou des choses dans le genre. Mais qui, selon moi, peut largement être remplacé par du triple sec. Hein. Ça a le même goût et c'est moins... voilà, c'est juste que c'est pas coloré. Bref, ça c'était la phase cocktail. Mais excuse-moi, vas-y, repartons sur le Canada. En parlant de cocktail, Octavio Zambrano a fait tout un mélange, puisque ça rallie vraiment l'expérience et la jeunesse, puisque plusieurs joueurs dans le groupe n'ont pas d'expérience au niveau international ou font leur retour en sélection, comme Alphonso Davies, le jeune de 17 ans, j'en ai parlé dans une rubrique Pépite sur le site Lucarne Opposé, qui a effectué sa première sélection face au Curaçao ou Antilles hollandaises. Il y a également son compatriote canadien
Patrice Bernier, qui effectue un retour en sélection après une absence de 2 ans. Il y a aussi l'attaquant Lucas Cavallini, qui refait surface après une absence de 2 ans lorsqu'il avait dit regretter avoir joué pour le Canada après 3 sélections. Cavallini est un joueur surprenant dans la liste de Zambrano, puisqu'il avait été oublié par Canada Soccer. Benito Floro ne voulait pas le sélectionner et peu de personnes le connaissent au Canada, puisqu'il évolue dans un championnat exotique en Uruguay pour le CA Peñarol. Alors là, il y en a qui vont avoir les cheveux qui vont se hérisser sur la tête. Je pense à Jérôme Le Signe, dont tu viens de traiter le championnat de prédilection d'exotique. Je te rappellerai, mon cher ami, que Peñarol est un des clubs les plus titrés du monde et du continent latino-américain. Et c'est une vraie légende. Il vient juste de déclarer la guerre à la moitié de lucarne opposée, Anthony. Alors... Non, pour me défendre, je parlais plus du championnat. Là. Je sais que le CA Peñarol est une entité en Amérique du Sud. Je ne veux pas attiser la guerre dans les lucarnes opposées. Disons que, en fait, on va mettre ça dans le contexte. On va dire que tu as plus utilisé le terme exotique pour parler du fait qu'un joueur canadien joue en Uruguay. Oui, puisque des joueurs canadiens qui jouent en Amérique du Sud, ça doit se compter sur des mains. Là, et il y en a vraiment peu. Et Lucas Cavallini joue en Uruguay. Je ne vais pas attiser la haine parmi vous. Il n'y a pas de mal. Les plus grosses absences pour la sélection canadienne sont Will Johnson, dont nous avons aucune raison de sa non-sélection, sauf choix sportif, ou que Octavio Zambrano croit que le Canada va vraiment passer les phases de groupe. Également, Kyle Larin, qui n'était pas éligible suite à une arrestation pour conduite avec faculté affaiblie. Cependant, Octavio Zambrano a confirmé qu'il devrait rejoindre le groupe s'il passe la phase de poule, puisqu'il n'était pas éligible lors de l'annonce du groupe. Et l'un des joueurs les plus populaires au Canada et sont certainement le plus performant, c'est Atiba Hutchinson, qui joue pour le Besiktas. Oui, le plus connu, qui a préféré se reposer cet été pour récupérer. Excuse-moi, mais vraiment, c'est un super joueur pour le coup. C'est vraiment un bon milieu de terrain. Effectivement. Mais après une grosse saison, il a voulu récupérer d'une blessure au quadriceps. Cependant, les joueurs qui seront à surveiller pour le Canada sont Scott Arfield, d'origine écossaise, qui joue pour le Canada depuis 2016. C'est un binationaux que le Octavio Zambrano a tenté d'avoir dans son équipe. Benito Floro aussi le voulait. Je crois qu'il a commencé avec le Canada lorsque Benito Floro était à la barre de l'équipe. Scott Arfield évolue à Burnley depuis 2013 et a effectué un total de 136 matchs pour cette équipe, même en Première Ligue et non pas dans D2. C'est un joueur qui joue souvent et fait beaucoup de départs. C'est un milieu de terrain qui peut jouer au centre, à gauche et à droite, donc plutôt polyvalent. Mais pour le Canada, devrait plus jouer à droite, puisqu'à gauche, c'est Junior Hoilett qui joue pour le Canada depuis 2015, d'origine jamaïcaine. Il évolue présentement pour Cardiff en D2 anglaise depuis l'an dernier, mais a connu son apogée lors de son passage à Blackburn, puis avec Queen's Park Rangers en Première Ligue, pour un total de 5 saisons dans ce championnat, pour un total de 14 buts et 14 passes décisives. Le Canada devrait jouer en 4-2-3-1 si l'on se fie au dispositif concocté par Octavio Zambrano face au Curaçao. Et l'attaquant en pointe, j'hésite entre vouloir Anthony Jackson-Hamel sur le départ, ou qui joue pour Cavallini. Ouais. Ouais. Donc ça fait le tour du Canada. Oui, on a fait le tour du Canada, mais juste pour question, c'est vrai que tu nous as parlé d'Alfonso Davies, tu avais, dont tu nous avais parlé dans un article que vous pouvez lire sur lucarneopposé.fr. Mais dans ton article, il y avait aussi 2 autres joueurs, Larin et Balou, Jean-Yves Tabla. Balou, Jean-Yves Tabla. Oui. Ils n'ont pas été sélectionnés, trop jeunes. Je sais que pour Balou, Jean-Yves Tabla, il hésite. J'avais lu qu'il hésite encore avec la Côte d'Ivoire. Bon, et puis il est encore très jeune. Mais pour ce qui est de Larin, par exemple, qui a déjà une sélection pour le Canada, ça le faisait pas? C'est que, comme je l'ai dit plus tôt, il était pas éligible suite à une arrestation pour conduite avec faculté affaiblie. Ah mais oui, je suis bête, c'était lui, pardon. Excuse-moi, j'ai laissé passer. Oui, c'était lui. Ah non, c'est pas grave. Non, mais je me suis du coup complètement troué puisque tu avais déjà évoqué Larin, mais je sais pas pourquoi le prénom, j'ai cru que tu parlais d'un autre joueur à ce moment-là.
Mais pour le coup, pour le premier évoqué, Balou Talba, lui, du coup, il n'a pas encore choisi. On ne sait pas encore s'il va jouer pour le Non, Canada c'est ou ça. Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore choisi puisque l'appel du pied du Canada se fait présent, mais sa famille lui met beaucoup de pression pour rejoindre la Côte d'Ivoire, mais c'est un pays beaucoup plus prestigieux en termes de football, mais est-ce qu'il serait choisi? Je pense que c'est surtout là que va son dilemme. S'il serait, admettons, il jouerait en France et serait super performant, je pense qu'il aurait choisi directement la Côte d'Ivoire, mais il hésite toujours encore. Ça fait quelques mois qu'il hésite. Et j'ai l'impression que ça va prendre encore quelques mois avant qu'il se décide. Ça aurait été un élément assez intéressant pour le Canada, puisqu'il est capable de jouer allié droit, allié gauche, attaquant. Là. Donc, sur le banc, ça aurait été très bien avec un Alphonso Davies. En tout cas, si Balou Tabla choisit la sélection canadienne, le Canada va avoir un avenir radieux. Carrément. Tu peux envisager allez, soyons fous, une qualification Coupe du Monde, ce qui n'a pas été vu depuis très longtemps, je crois. Ouais, pour 2022, pour 2018, ils sont déjà éliminés. Ils n'ont pas fait partie de la dernière phase de qualification de la CONCACAF. Mais pourquoi pas pour 2022, même si c'est encore serré. Pour 2026, le Canada est déjà serait peut-être un pays hôte avec le Mexique et les États-Unis. Donc, pourquoi pas à ce moment montrer qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Ma foi, c'est parfait. Bah, écoute, merci à toi, Anthony. On sait que tu vas devoir nous quitter plus tôt puisque tu as des obligations de ton côté dans ta ville de Québec au Québec. Et on te remercie pour ce petit brief sur la sélection des États-Unis, mais surtout du Canada qu'on ne connaît que très peu et qui est toujours intéressante à découvrir. À la prochaine, Anthony. À la prochaine. Merci. Y a pas de quoi. Et on accueille Nicolas Cougo, donc le grand Manitou de Lucarno Posé, avec qui on va passer le Rio Grande, limite qui fait la frontière entre les États-Unis et le Canada, enfin, ce bloc, on va dire, et le Mexique, donc, puisque Nicolas, on le sait, le Mexique fait partie de tes nations footballistiques de prédilection. Ouais. Alors, El Tri, oui, bonsoir Nicolas, pardon. El Tri est évidemment plus que favorite au titre, comme à chaque édition, mais elle vit également une crise, encore, après s'être vautrée, encore une fois, en Coupe des Confédérations, cette fois-ci, contre les Allemands, il y a encore quelques semaines de ça. Alors après, du coup, c'est pas du tout la même équipe qu'Osvaldo va emmener à cette Copa de Oro. C'est une équipe, au coup, 100% mexicaine, hormis El Cubo Torres, Eric Torres qui joue à Houston, mais bon, c'est le seul. Bref, les Européens sont restés au garage, mais même sans eux, moi personnellement, je trouve qu'elle a de la tronche, cette sélection. Qu'est-ce que t'en dis, Nicolas ? Ah ouais, clairement, elle a de la gueule. Hein. Ce qui est évident, c'est qu'elle devrait pas avoir trop de difficultés déjà dans son groupe, donc elle devrait passer tranquillement. De toute façon, si elle passe pas, ils sont morts. Il y a pas d'autre chose. Mais oui, si on regarde individuellement, tu regardes poste par poste, ligne par ligne, ça reste quand même ultra performant, ouais, ça c'est clair. Et oui, parce que voilà, on a quand même des joueurs, je vais citer quelques noms comme ça. Pour commencer, chez les gardiens, Jesus Corona qui est toujours en concurrence avec Guillermo Ochoa qui était titulaire pour la Coupe des Confédérations, mais bon, lui et Corona, c'est vraiment les deux titulaires, on va dire, de la sélection. Ouais, lui, il devrait être à la prochaine Coupe du Monde, par exemple. Par exemple, toi, tu le vois devant Memo Ochoa pour la prochaine Coupe du Monde, titulaire ? Non, je pense pas, mais il sera dans le groupe. Ça, je pense, on peut jamais parler de certitude à 10 mois d'une compétition continentale, mais internationale. Mais il a tout pour, s'il fait une bonne compète, il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas dans les 23 en Russie. Et puis, ça a toujours, comme on dit, ça a souvent été comme ça entre lui et Ochoa. Voilà, ils sont toujours disputés la première place. Selon les compétitions, il y a aussi, je le cite donc Miguel Fraga, le gardien de l'Atlas, Moisés Muñoz, la légende, vous ne le voyez pas, mais je me signe en même temps que je le dis, tellement je kiffe ce joueur, la légende de l'América qui est parti à Puebla, puisqu'elle est en passage à Jaguares. Et en défense, voilà. J'avais dit que je vais donner quelques noms qui vous parlent. Peut-être si vous suivez le championnat mexicain, il y a Hugo Ayala des Tigres. En défense, Luis Reyes qui
Coman qui fait toujours des très bons championnats du côté de l'Atlas. César Montes de Monterrey. Ouais, qui est l'un des grands espoirs, des grands espoirs du Mexique. Du Mexique, ouais, qui a parfois tendance à être survendu un petit peu par les médias mexicains. On se souvient que ça avait un petit peu agacé. Les médias qui survendent des joueurs. Oui, surtout aux Mexicains, mais Montes, on se souvient qu'il avait bougé un petit peu Gignac sur un match et depuis, c'était devenu ça y est, c'était le nouveau, voilà. Futur Rafael Marquez. Voilà, c'est ça. Donc, on va y aller. Qui pour une fois n'est pas sélectionné. Non, il était occupé en Russie, on va dire. Il était occupé en Russie. Bien au contraire, du coup, pour continuer un petit peu les noms, là, Jesus Dueñas, que les suiveurs des Tigres de Monterrey ne sont pas censés ignorer. Nous en parler, qui est une des petites, qui va être un des gros leaders de cette équipe. Qui va être l'un des leaders de cette équipe, ouais, avec Hugo Ayala, avec les gardiens, après il y a quelques joueurs qui sont un peu plus jeunes, mais il y a quand même quelques leaders qui devraient très vite se dégager dans le jeu. Je pense par exemple à des joueurs comme Pineda des Chivas, qui est vraiment l'un des joueurs qu'on attend avec Orbelín Pineda. Orbelín Pineda et Rodolfo Pizarro. Qui ont gagné le dernier championnat mexicain avec les Chivas de Guadalajara. Exactement, et qui ont été essentiels au succès des Chivas. Il y a aussi Eric Gutiérrez de Pachuca, que les habitués de football mexicain doivent connaître quand même un petit peu, parce qu'entre lui et Chucky Lozano, c'était un peu les deux joueurs dont on parlait le plus à Pachuca. Il y a quand même quelques joueurs qui devraient être des leaders techniques sur le terrain, et puis il y a quelques grognards, donc on disait les gardiens. Hugo Ayala, on peut le classer dans le rang des grognards. Donc voilà, c'est une équipe quand même qui reste extrêmement solide et extrêmement équilibré, avec du talent partout, quoi. De toute façon, on le sait, surtout chez les jeunes, le Mexique est toujours extrêmement talentueux. Et d'ailleurs, ça me fait penser, en regardant cette ligne d'attaque, que c'est très jeune, parce qu'Osorio avait emmené la plupart des grands, des têtes connues, Chicharito, des noms m'échappent. Jiménez, Peralta, Oribe Peralta, enfin voilà, quoi. Il avait emmené les têtes de gondole en Russie, se cracher en Russie. Et voilà, là, hormis Elias Hernandez, l'attaquant de León, on a vraiment une classe biberon, plus ou moins biberon. Je pense aussi à Sepúlveda, qui devrait être titulaire avec Pineda. Ouais, ça devrait être dans cet ordre-là. On va regarder un petit peu le petit Barragan aussi de Necaxa, qui vient d'arriver à Necaxa. C'est compliqué pour les attaquants. Alors ils ont perdu Pulido, qui aurait dû être le fer de lance de l'attaque, et qui s'est fracturé l'humérus, je crois. Donc ils l'ont perdu là il y a quelques jours, entre guillemets. Et c'est compliqué pour les attaquants, parce que tu le disais, normalement ceux qui vont animer l'attaque du Tri en Russie, on les a vus à la Coupe des Confs. Donc je suis pas convaincu qu'il y ait des places à prendre pour ceux qui sont là. Ça va être difficile. Ils ont un petit peu si je peux m'exprimer ainsi, ils ont un petit peu le cul entre deux chaises, les attaquants qui sont alignés, parce que on les voit quand même pas venir renverser la hiérarchie mexicaine. Il y a peut-être plus de place à prendre au niveau défensif, par contre. Les latéraux, on les attend beaucoup, parce que on a vu ce que ça a donné à la Coupe des Confs. C'était terrible. Après la Youn, par exemple, il y a quelqu'un de très talentueux qui est un peu dans un creux, c'est un passage un peu pour la Youn. Ça reste un joueur de talent quand même. Disons que tu vois, c'est exactement à lui à qui je pensais, parce qu'il a été fautif sur la plupart des buts mexicains. Bon, il n'est pas le seul fautif, parce que on a beaucoup pointé le problème des latéraux dans la défense mexicaine. Il y a aussi des gros problèmes de naïveté. Ils se sont fait avoir à chaque match. Si tu revois les matchs, il y a un côté tactique au bout d'un moment là. C'est-à-dire que ça va bien de faire un pressing énorme, d'avoir un jeu très fluide porté vers l'avant. Mais il y en a qui savent le faire en ayant une grande rigueur défensive. On pense typiquement au Chili, qui était dans la même compétition, qui arrive à avoir l'avant et l'arrière. C'est vraiment l'exemple type, le Chili, et la comparaison, c'est là où elle fait mal avec le Mexique. Alors bon, on va pas raviver le 7-0 de l'année dernière, mais voilà, c'est vraiment là où ça pêche. Mais on peut le faire, parce que mine de rien, ça pointe les défauts qui sont toujours pas corrigés pour le Mexique, et qui peuvent l'empêcher d'aller voir plus haut et de franchir ce fameux palier après lequel il court depuis, j'ai presque envie de dire, depuis des décennies. Quand tu vois les buts que prend le Mexique à la Coupe des Confs, où systématiquement les trois défenseurs sont complètement aspirés par le porteur de ballon et se font prendre par un mec qui est tout seul dans leur dos, je suis désolé, c'est du niveau CFA, ce genre d'erreur. Il y a un moment où, faut travailler, quoi. Et d'ailleurs,
Non, mais c'est ça. Il y a un moment, je sais pas. Et normalement, en connaissant un petit peu l'homme Osorio et l'entraîneur qu'il est, c'est des choses qui doivent quelque peu l'irriter, ce genre de trucs-là. Les buts qu'a pris le Mexique à la Coupe des Confs, c'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, justement, j'allais venir, c'est une critique qu'on a beaucoup entendue après cette élimination en Coupe des Confs. C'est un peu de remettre en question le niveau des joueurs mexicains qu'on attend toujours au tournant parce ils ont fait de très très bonnes choses ces dernières années dans les Ouais. compétitions jeunes. Donc on attendait une génération, plusieurs vagues de générations très rapprochées, vraiment très talentueuses. Et on finit par se poser la question, enfin on les a vus contre les Allemands et quand on fait la comparaison avec le Chili, on finit par se demander, mais en tout cas, beaucoup de médias, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens finissent par se demander, mais est-ce qu'au final, est-ce qu'elle est vraiment si talentueuse que ça, cette équipe du Mexique? C'est là où c'est extrêmement amusant et c'est là où la défaite face à l'Allemagne elle a fait mal parce que on a vu pas mal de commentaires alors il y a ces fameuses questions, quel est le vrai niveau des joueurs mexicains? Et il y a l'autre pendant qui est un petit peu amusant et c'est tout le paradoxe du Mexique je trouve, c'est que ils ont justement comparé et on a je sais pas si t'as fait attention à ça, il y a eu beaucoup de commentaires expliquant que eh ben voilà, l'équipe d'Allemagne, les gamins qui étaient sur le terrain, ils ont tous une centaine de matchs en Bundesliga, ils ont tous une expérience du haut niveau en première division dans leur pays, ce qui n'est pas le cas de nos jeunes pauvres Mexicains qui subissent l'afflux massif des méchants étrangers qui viennent prendre leur place. Je sais pas si tu as fait gaffe, il y a eu beaucoup de débats comme ça. J'allais en parler parce que c'est un très gros débat au Mexique. Quand on suit un petit peu les médias mexicains, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a énormément de critiques sur la toute-puissance du football mexicain et son enrichissement, et ce qui fait qu'elle attire énormément d'Argentins, d'Équatoriens, de Colombiens, et qui, comme tu le dis, laisse très peu de place aux jeunes mexicains. Si je peux juste m'immiscer dans le débat, c'est un peu un débat dans le vide, sachant que sur le terrain, par exemple, face à l'Allemagne, combien tu as de mecs qui jouent au Mexique? Le souci, il est là, c'est-à-dire qu'ils se font prendre par une équipe que tout le monde a dit que tout le monde a décrit comme étant une équipe bis au départ, avec des gamins qui, pour la plupart, jouent en Bundesliga. Et des gamins qui jouent en Bundesliga, voilà, ils ont des U21 qui sont champions d'Europe. Un petit peu, en gros, ils ont des U21 qui ont fait une grosse compète continentale. Les équipes de jeunes au Mexique se promènent toujours un petit peu et elles se promènent pas forcément qu'au niveau continental, ça va aussi à l'international. Mais derrière, le fameux palier à franchir, il n'est pas franchi. Mais c'est là où ils sont vraiment assez amusants et leur discours il tient pas parce que la fameuse critique, on l'a chaque année en fait. C'est un peu ce que j'expliquais l'autre jour en plateau pendant la Coupe des Confs. Il y a toujours chaque année au Mexique, c'est toujours les mêmes débats quand un championnat démarre. On commence à regarder le nombre d'étrangers, on regarde à regarder le nombre de binationaux. Et ensuite, après le dernier débat, c'est toujours Cruz Azul cette année, c'est l'Arbonne. Mais bon, ça. Mais voilà, il y a toujours ce fameux débat des étrangers qui viennent prendre les meilleures places et tout. Enfin, il y a un moment, on nous dit ouais, Chicharito, grand joueur, mais pour un Chicharito, on a combien de Carlos Vela? C'est vrai. C'est vrai. C'est juste ça en fait. Chicharito, c'est peut-être aussi une exception. C'est-à-dire que on en a vu des gamins qui étaient super bons. Normalement, il y avait eu un projet à l'époque où en c'est Torres. 2008, c'est De la Torre. De la Torre, il avait eu un projet qui était de s'appuyer sur la génération. génération. De toutes les bases, etc. Ouais, voilà, de faire un peu à la Bielsa d'ailleurs, de prévoir un projet de plan de jeu, de système de jeu, des toutes petites catégories, des catégories les plus jeunes jusqu'à la. Exactement. Et combien il y a eu de sélectionneurs mexicains depuis que De la Torre a présenté ce projet à aujourd'hui? Je crois qu'il y en a eu 8. Obama 4. Ah, j'allais dire 4. Non, je crois que c'est encore plus. Je crois que c'est 8. Il me semble avoir vu un chiffre passer l'autre jour. Enfin, c'est monstrueux. Il n'y a pas de. Le problème, il est là aussi. C'est-à-dire que il n'y a pas de continuité. Je veux dire, quand on pointe, par exemple, le Chili que l'on voit actuellement, cette génération chilienne-là, c'est la génération des moins de 20 ans de 2007. Oui, c'est ça, qui a connu 3 sélectionneurs, dont au moins 2 d'entre eux qui sont globalement de la même école, très dogmatique. Qui sont tous dans la même lignée. Et il y a eu un travail de fond qui a été mené dans les détections et tout. C'est valable partout. Au Mexique, c'est pas le cas. On va pas me faire croire, par exemple, et pourtant j'adore ce championnat, mais quand tu vois par exemple en finale de la Coupe des Confs, que tu vois des joueurs comme Angelo Sagal qui rentre face à l'Allemagne, c'est lui qui a la dernière grosse occasion du Chili. Sagal, il joue à Huachipato. Tu vas pas me faire croire que Huachipato c'est meilleur qu'un América ou qu'un Chivas ou qu'un Pumas ou qu'un, tu vois, voilà. Qu'un Bordeaux ou qu'un Saint-Etienne ou qu'un. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'il pointe le fait. Non, mais quand tu dis justement que tu pointes le niveau des joueurs par rapport aux
des joueurs mexicains par rapport au niveau de la Liga MX. Je disais ça pour rappeler que honnêtement, tu parlais de l'América, de Pachuca, etc. Il y a beaucoup de clubs mexicains qui, je sais que c'est un sujet très pimenté sur Twitter notamment, mais oui, il y a beaucoup de clubs de la Liga MX qui n'ont rien à envier aux clubs de Ligue 1. Ah non. Ah bah de toute façon on peut dire les choses simples, tu mets Tigres en championnat de France, ils font top 5 hein. Donc, oui, c'est ça. Et sans trop forcer. Donc non mais le débat il est pas tant sur le niveau général de la Liga MX, il est sur le niveau de ces jeunes-là, une fois pro, par rapport au niveau de la Liga MX. La question c'est est-ce qu'ils ont le niveau tout simplement. S'ils jouent pas, j'ai envie de dire s'ils jouent pas, ils ont pas le niveau. Tu vois par exemple, ils nous ont ils survendent chaque année Jürgen Damm. Jürgen Damm, ça fait 3 ans qu'il n'avance. Ça fait 3 ans qu'il cire le banc à Tigres, ouais. Et il n'avance plus dans le jeu, il n'avance plus, il ne progresse pas. C'était un grand espoir. Quand tu vois ce que fait Aquino de l'autre côté, quand tu vois ce que fait Damm, il n'y a pas photo quoi. Et Aquino, il n'a pas 23 ans quoi. Il a déjà un peu plus de bouteilles. C'est étonnant, toutes ces critiques, cette problématique dont on parle là, depuis quelques minutes à propos du football mexicain, c'est l'Angleterre qui connaît exactement la même avec la Première Ligue. Ouais, avec un championnat tout puissant qui attire énormément de joueurs étrangers et qui laisse, voilà, et c'est la même chose, est-ce qu'il laisse peu de place aux joueurs anglais, ou est-ce que c'est les joueurs anglais qui n'ont plus le niveau, qui n'ont pas le niveau, la formation anglaise qui n'a pas le niveau pour concurrencer tous ces joueurs étrangers dans le championnat. Voilà, pour ceux qui sont, je dis ça, j'explique, je fais un peu cette comparaison plus pour nos auditeurs qui éventuellement connaîtraient mieux les championnats européens. Voilà, la comparaison ou la problématique, le débat est le même, sensiblement le même qu'avec les Three Lions et la Première Ligue. Bah après, tu vois, il y a le parfait contre-exemple au Mexique, c'est les Chivas, qui vient d'être sacré champion avec que des joueurs mexicains, avec pas mal de gamins qui sont formés au club. Ouais. Donc c'est le parfait contre-exemple. Il n'y a pas l'équivalent en Angleterre. C'est surtout ça qui doit alimenter, je pense, le débat aujourd'hui au Mexique. Mais c'est compliqué. Après, franchement, je pense que le souci du Mexique, c'est un petit peu comme le souci qu'avait et qu'a toujours un petit peu quand des pays comme le Pérou ou comme l'Équateur, c'est la discipline de leurs joueurs. Tout simplement. Et voilà, hein, c'est vraiment pas méchant, mais c'est la phrase clé, hein, pour un Chicharito, il y a combien de Marco Fabian, il y a combien de Carlos Vela? C'est-à-dire des gamins qui fracassent tout quand ils ont moins de 20 ans et qui, dès qu'ils arrivent pro, dès qu'on leur dit vous êtes l'export du Mexique, ne font plus rien. Voilà. Mais est-ce que c'est pas aussi un problème d'institution, dans le sens où, par exemple, comme tu l'as dit, il y a eu 8 sélectionneurs, peut-être que la DTN mexicaine travaille mal. Est-ce que c'est pas aussi ça le problème? Écoute, je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Est-ce que c'est un problème? C'est toujours compliqué de savoir d'où viennent les problèmes quand tu as des problèmes parce que c'est très souvent des problèmes de discipline. Je veux pas dire que les mecs sont ingérables, mais discipline, c'est-à-dire hygiène de vie, se transformer en vrai professionnel. Je veux dire, il n'y a pas plus pro au Mexique que Chicharito. Hein. Franchement, il n'y a pas un joueur de son niveau au niveau professionnaliste. De toute façon, dans tous les clubs où il passe, il laisse tout le monde d'accord. C'est un très grand professionnel. Moi, je prends juste pour exemple le très court passage qu'il a fait au Real Madrid sur un transfert un petit peu étonnant où il est une fois de plus acheté pour cirer le banc, pour faire la doublure. Le mec joue totalement. Encore une fois, il a des stats absolument hallucinantes pour le peu de minutes jouées. Et le mec se plaint pas, bosse et point barre, et il se barre. Et tous les mecs de l'époque, tous les Madrilènes de l'époque, saluent Chicharito en disant mais ce mec, c'est hallucinant, c'est un très grand professionnel. Et le souci du Mexique, je pense, il est là. C'est-à-dire que si tous les gamins qui arrivent se comporter entre guillemets comme des Chicharito, eh ben ça serait ça serait une putain de sélection. Mais on va voir. Maintenant, ça commence à partir très jeune, ça commence à arriver très jeune en Europe. Tu vois, par exemple, Chucky Lozano qui va aller au PSV, il a intérêt à être pro le gamin parce que sinon il jouera pas. Même si j'ai pas trop de doutes sur lui, j'ai pas l'impression que ça soit un gamin qui se disperse. Mais voilà, ça peut aussi aider. Et c'est, je pense aussi, ce que voulait sous-entendre Osorio quand il a dit qu'ils n'ont pas assez de Mexicains, de jeunes qui jouent en Europe. Je pense que c'est ce qu'il voulait sous-entendre de manière un petit peu diplomatique. Est-ce que, juste pour revenir sur la Gold Cup, Nico, est-ce que ça n'a pas un peu gueulé le fait que Osorio, c'est ça, c'est ça, Osorio Juan Carlos Osorio, ouais. Voilà, et deux équipes, quoi. La grosse équipe pour la Coupe des Confédérations et un peu les U21 pour la Gold Cup. Non, ça va gueuler. Tu sais, c'est comme le reste, c'est-à-dire que s'ils font une mauvaise Gold Cup, oui, ça va gueuler. Ça va gueuler. De toute façon, c'est pas compliqué. Non, mais c'est pas compliqué. J'allais justement te poser la question. Osorio, voilà, c'est la question que j'avais posée. Osorio, il est extrêmement critiqué. Ouais. Il est même proche d'être débarqué. Et je voulais te demander, évidemment, s'il faut une mauvaise Copa de Oro, il va se faire saquer. Mais moi, j'ai envie de te demander, est-ce qu'une victoire
même pourrait sauver sa tête, parce que là, c'est vraiment critique, sa situation. C'est très compliqué. On en revient toujours au. C'est toujours le même débat avec le Mexique. On en revient au débat. Il n'est pas anodin, hein, j'insiste un peu là-dessus, mais il n'est pas anodin. Juan Carlos Osorio est colombien. Il est arrivé pour faire franchir un palier à la sélection. Et la sélection a pris un 7-0 face au Chili, a pris un 4-1 face au U23 allemand. Voilà. Je pense que si c'était Miguel Herrera, ça serait moins sévère envers lui. Je dis Miguel Herrera au hasard. Hein, mais la presse, tu penses que la presse serait moins sévère? Parce que Miguel Herrera, justement, c'est quelqu'un de très clivant au Mexique. Oui, c'est quelqu'un de très clivant, mais on a vu de ces derniers mois quelques papiers commençant à expliquer. Je crois que c'est même le président de la Fédé ou de la Liga MX qui est allé dire que c'était peut-être une erreur d'avoir laissé partir Miguel Herrera et que c'était juste une bêtise qu'il avait fait. Osorio n'a jamais à cliver dès le départ. Hein, voilà. Mille n'a rien fait, mais pourquoi on va chercher un Colombien alors qu'on a d'excellents coachs mexicains? Enfin voilà, c'est le grand classique. Je pense que sa place est très très menacée après ce qui s'est passé. Si le Mexique ne gagne pas la Gold Cup en marchant sur l'Amérique du Nord, c'est-à-dire vraiment en dominant la Gold Cup, il va sauter. Ça, je pense que, à mon avis, ses jours sont comptés. Voilà, donc pour sauver sa tête, pour toi, il est clair et net que le Mexique doit évidemment remporter cette compétition, mais en plus marcher dessus. C'est-à-dire que gagner petitement ne suffira absolument pas. C'est-à-dire que si c'est le même scénario que la dernière Gold Cup remportée par le Mexique, ça passera pas. On le rappelle, à l'arrache contre la Jamaïque. Ouais, et déjà en demi avec un vol face au Panama. Mais, et Herrera, et en cas de limogeage de notre ami Osorio, Herrera est pour revenir ou pas? Non, puisqu'il vient d'arriver à l'América, il me semble. Oui, il vient de revenir à l'América. Par contre, moi, j'avais lu des choses sur Mohamed. Qui est un petit peu bousculé là, hein, au Rayados. Il y a des affaires un peu étranges avec des commissions qui prendraient sur les transferts. Au Mexique, des affaires étranges. J'avoue, c'est très très étonnant. Mais ça alors. C'est du cliché, hein, on le sait. Il se passe jamais rien au Mexique. C'est pas du cliché. Je pense que Diego, notre spécialiste aussi Mexique de Lucarno Posé, ne nous contredira pas. Personnellement, j'y ai vécu et c'est un pays que je suis depuis de nombreuses années. Voilà, faut dire ce qu'il y a au bout d'un moment. C'est un pays magnifique avec une magnifique culture, mais il y a des choses qui en font partie et qui ne sont pas des clichés. C'est l'Amérique latine, hein, je veux dire, au Costa Rica. Mais au Costa Rica, Wanchope, il prenait cher aussi. Hein, il plaçait ses joueurs en sélection. Le Mexique, je crois que c'est assez particulier, surtout à Monterrey. Oui, l'ancien président de la Fédé au Costa Rica a juste été banni à vie de foot, donc bon, voilà. Je pense que ça place un peu ça. Culture latino-américaine. Mais après, qui pourrait succéder à Osorio? Je pense que les candidats ne manqueront pas de sortir dès que Osorio va sauter. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que même qu'on doute ou pas de son niveau, le Mexique reste une sélection prestigieuse, avec un certain prestige, même si on attend toujours le grand résultat qui va... il leur manque franchement. C'est un petit peu le Chili d'Amérique du Nord, hein. C'est-à-dire que mais à l'échelle internationale, parce qu'à l'échelle continentale, à l'échelle de l'Amérique du Nord, ils ont aucun concurrent. Hein, il faut dire les choses clairement. Mais voilà, à l'échelle internationale, c'est un peu le Chili du monde en fait, le Mexique. C'est-à-dire que c'est toujours très agréable, mais ça va jamais quand on les attend, ça n'y est pas. Et ça se joue parfois à rien. Mais bon, mais après. Ça, on se souvient de ce plongeon d'Arjen Robben, j'arrête de tout dire avec l'accent latino, Arjen Robben en 2014. Voilà. Mais c'est ça. Alors que le Mexique aurait pu atomiser les Pays-Bas dans la première mi-temps. Et si tu remontes, regarde 98, le match face à l'Allemagne, il mène 1-0, l'action avec le poteau, ça revient en rebond sur Hernandez qui rate le essai, et derrière ils en prennent 2. En 2006 contre l'Argentine, avec le but complètement de Maxi Rodriguez. Il est magnifique, c'est un des plus beaux buts de la Coupe du Monde. Alors que cette année-là, la meilleure équipe au monde, c'est très clairement l'Argentine. Voilà, il les bouge. C'est carrément plus que les bouger. Mais voilà, après, je pense très honnêtement, c'est pas ce qui passera, mais je pense que ça serait bien qu'il garde Osorio jusqu'à la Russie. Mais, comme tu l'as dit, parcours sans faute obligatoire pour les Mexicains. Pour El Tri du Mexique. Et El Tri, et pas La Tri. J'ai vu passer un certain débat sur Twitter. Quand on parle du Mexique, on dit bien El Tri. Et non pas la tricolore, d'ailleurs. C'est surtout que si on dit la tricolore et qu'on regarde la Gold Cup, on va se tromper d'équipe. Exactement. Et d'ailleurs, je ne crois pas me tromper en disant que la tricolore, on va partir par là. Oui. Oui. Voilà, quelle transition.
transition, justement. Donc, on va partir du côté des écologes du troisième favori de cette Coupe d'Or. Ça fait un peu trophée d'Harry Potter, on dit comme ça. Qu'on dit la Coupe d'Or, en français, c'est moche. Hein. Avec l'impression qu'on parle de Quidditch. Et ils vont remporter la Coupe d'Or. Le Costa Rica, donc, voilà, le troisième gros favori, on va dire, c'est un peu un favori outsider. Le Costa Rica, la tricolore donc de Grégory Chaboch. Alors, les Ticos ont l'air d'avoir Bon, je regarde un petit peu, j'ai regardé un peu les joueurs, j'ai la liste devant les yeux. Les Ticos, ils ont l'air d'avoir la même trogne que d'habitude. Là, ils sont clairement en train de préparer, avec la vraie équipe, la Coupe du Monde. En train de préparer. Déjà, ils ont sûrement envie de remporter le trophée continental, mais voilà, il y a une préparation en route. Ah bah, de toute façon, clairement, quand tu vois la sélection, les 23, mis à part l'absence de Keylor Navas, qui préfère rester à Madrid et faire sa prépa plutôt que de venir faire la Gold Cup, ce qui peut se comprendre vu la saison compliquée qu'il a eu avec le Real. Si tu enlèves Keylor Navas, oui, il y a clairement à peu près sur les 23 qu'il y a là, je pense que tu en as facile 18-20 qui seront à la Coupe du Monde dans 10 mois. Honnêtement, je pense que on peut être sûr de ça. Messieurs. Si on y va. Mais je pense qu'on va y aller. T'inquiète pas pour nous, le Panama se fait en général souvent voler. Mais non, tout ça pour dire que donc Oscar Ramirez a fait, comme tu l'as dit, Simon, une préparation, une revue, pas une revue d'effectifs, mais vraiment une préparation pour la Coupe du Monde et pour les qualifs. Et vraiment, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de gagner ce tournoi. Vraiment, ça va être de taper le Mexique, parce qu'on sait très bien que de toute façon, c'est avec les États-Unis, tu l'as dit, le troisième grand favori. Oscar Ramirez donc va compter sur notamment Patrick Pemberton, le gardien de Alajuelense, qui devrait remplacer Keylor Navas, qui devrait être le titulaire. Je rappelle, Pemberton, c'est un joueur de Alajuelense, je l'ai dit. Il a 18 sélections. Il a joué la Gold Cup en 2013, où il était titulaire. On se souvient de lui notamment pour la Copa América 2016 qu'il a joué, où il a été relativement brillant. Je sais pas si vous vous souvenez. L'avoir déjà vu, ce Pemberton. Oui, tu l'as bien vu. C'était à la Copa América 2016. C'est un gardien qui a quand même de la bouteille. Hein. Il a 35 ans. Voilà, il est en place. Il a joué la Ligue des Champions avec Alajuelense aussi. Il en a fait 10 matchs. Il est là depuis longtemps. Donc vraiment, c'est un des tauliers. C'est un bon gardien. C'est un taulier du groupe et il va remplacer Keylor Navas. Alors au départ, j'étais parti simplement pour parler de Pemberton en gardien numéro 1, mais je suis obligé de vous donner et de dire un petit mot sur Dani Carvajal, qui sera sûrement le gardien numéro 2, qui vient d'arriver à Albacete en Espagne, donc qui a été transféré. C'était le gardien du Deportivo Saprissa, champion donc, et qui vient donc d'arriver en Europe, mais je pense que Carvajal sera numéro 2. Deportivo Saprissa n'est pas champion, c'est Herediano qui est champion. Oui, ah non mais d'accord, oui, pardon. Je veux pas t'apprendre ton championnat, on a fait un podcast il y a pas longtemps. non, j'ai simplement fait une confusion avec le Hiverno et le Verano, mais c'est pas grave. Donc Carvajal qui part à Albacete. Dans les joueurs de champ, Gamboa du Celtic Glasgow, Oviedo de Sunderland relégué, Matarrita normalement qui devait faire partie de cette sélection, mais qui s'est blessé. Il a été opéré, le joueur de New York City. Il est remplacé par Juan Vargas, donc un jeune latéral de Belém, voilà, un peu à la surprise générale. Il a disputé 34 matchs cette saison. Il a été en sélection nationale une fois pour la Coupe des Nations. Donc voilà, c'est dire l'importance qu'avait cette sélection. Donc un peu surpris du remplacement de notre ami Matarrita, mais qui a subi, si je ne m'abuse, il me semble bien que c'est lui qui a subi l'engagement un peu viril dans le derby de New York, c'est bien ça? Tout à fait. Et il me semble, même si je ne dis pas de bêtises, que c'est un autre costaricien, Venegas, qui l'a blessé. Mais c'est à vérifier, mais je crois que c'est bien Venegas, qui fait partie de la sélection également des 23, qui l'a blessé sur un contact. Dans le reste des joueurs que le grand public connaît, on a Giancarlo González, le défenseur de Palerme, on a Terreda, ancien joueur d'Evian, qui joue aujourd'hui à Lausanne. Et enfin... Il n'a pas fait beaucoup de chemin, ça va. Non, ça va, il était proche. Lausanne, il s'est perdu dans sa voie.
il s'est dit, je vais rester quand même dans la région, elle a l'air sympa, je vais rester ici. Il se veut amoureux des Creusets. Bref. Avant de vous parler des grands leaders de cette sélection, que sont Joel Campbell et Brian Ruiz, j'aimerais simplement vous dire un petit mot de José Layton et de Jimmy Marin, deux joueurs d'Herediano, qui ont disputé la Coupe du Monde U20 en Corée du Sud, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Oui, c'est en Corée du Sud. Ils ont tous les deux donc participé au Mondial U20 et ils sont pour la première fois donc appelés par Oscar Ramirez dans cette sélection. Donc c'est un peu une promotion pour eux. Je ne sais pas s'ils vont avoir beaucoup de temps de jeu, ça m'étonnerait, mais en tout cas ils font partie de cette sélection. On aura également Marcos Urenia que tout le monde connaît avec son fameux but à la Coupe du Monde. Mais oui, parlons des leaders qui sont présents. Évidemment, le capitaine, Brian Ruiz, le joueur du Sporting, il a quand même fait 32 matchs avec le Sporting Portugal, ce qui est quand même pas mal. Il compte 57 sélections. C'est vraiment 32 ans, c'est vraiment le leader de cette équipe costaricienne. C'est le Ticos de référence. Je pense pas que j'ai besoin de le présenter. Voilà, sa carrière est un peu complète. Il a beaucoup navigué en Europe, Twente, Fulham, le PSV, maintenant le Sporting, où il a l'air de plutôt s'amuser au Sporting et j'ai l'impression qu'il va y rester. L'autre joueur dont je voulais vous parler, c'était Joel Campbell, évidemment, l'éternel futur star, comme on dit, le futur ex légende, qui a beaucoup navigué, hein, acheté par Arsenal au tout départ. Et à Lorient. Exactement, prêté à Lorient, au Betis Séville, à l'Olympiakos, au Villarreal, et maintenant au Sporting, où il a fait que 19 matchs, beaucoup de fois remplaçant. Le Sporting a fait une belle saison pourtant, mais il n'a pas beaucoup joué, il a marqué 3 buts. Donc on est, je t'avoue, un peu sceptique quant à sa forme physique. On l'a vu plutôt bon lors des qualifs, mais bon, le Costa Rica normalement devrait passer tranquillement le premier tour. On rappelle le groupe. C'est ce que j'allais te demander. Alors, selon toi, le Costa Rica, il a quoi comme chance dans cette compétition? On se doute un petit peu qu'a priori, vu son potentiel, devrait passer le premier tour. Mais oui. est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'il est assez préparé? Est-ce qu'il est assez calé en termes de talent pour un peu profiter de ces jeunes équipes des États-Unis et du Mexique? Bah, en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que par exemple, le Mexique envoie une équipe qui est pas rodée, quoi. C'est pas une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Là, c'est clairement l'équipe depuis 2014 qu'on retrouve presque à chaque sélection. Il y a quelques modifications, comme les deux jeunes dont je vous ai cité les noms tout à l'heure, mais c'est vrai que sinon, c'est vraiment la même ossature, c'est la même base. Ça sera un 5-4-1 ou un 5-3-2, ça dépend de l'adversaire. Mais ça sera vraiment la même base de travail. Et vraiment, ça va être la machine qu'on connaît, qui est en avance en moins. Mais après, bon, ça sera quand même pas une pipe dans les cages, ça sera quand même un bon gardien. Donc, pour moi, honnêtement, ça fait vraiment partie des favoris. Et si un des deux autres favoris, que sont les États-Unis et le Mexique, laisse ne serait-ce que je sais pas moi, qu'une marque de fatigue, je pense que le Costa Rica dans un match direct contre les États-Unis ou le Mexique peut largement gagner et pourquoi pas remporter cette Copa de Oro. C'est ce que j'allais dire. C'est d'ailleurs une des sélections qui a le plus de, comment dirais-je, dont l'effectif continuité de cap surtout. Ouais, et c'est pour ça, et c'est ce que j'allais dire. Est-ce que du coup, par rapport à cette expérience et à ces caps, évidemment, on peut dire que le Costa Rica est en fait le vrai favori de cette compétition? Bah, moi, je peux pas le dire, sinon ça paraîtrait un peu comment. Oui, mais alors Nicolas, est-ce que toi tu peux le dire? Moi, je peux pas le dire. Non, mais si, on peut le dire très clairement. Si on s'appuie sur l'expérience, Greg l'a bien dit, c'est quand même plus ou moins le même groupe à quelques petites retouches près de temps à autre, qui sont soit des nouveaux ajouts, soit liés aux circonstances du moment. C'est le même groupe depuis 2014. C'est un groupe qui a une expérience incroyable tout seul, ensemble, pardon. Ça doit faire au minimum demi-finale. Après, c'est pareil, ça va dépendre qui ils vont croiser sur leur route, mais oui, c'est clairement. Je pense que le favori reste quand même le Mexique, hein, quoi qu'on en dise. Mais peut-être plus de talent individuel. Ouais. Voilà, mais après, voilà, si tu me cherches le principal concurrent au Mexique, ça doit être le Costa Rica. Ça doit l'être. C'est-à-dire que contrairement aux deux autres équipes qui sont un petit peu des équipes éprouvettes, des équipes test, le Costa Rica, à l'heure actuelle, cette formation est une vraie équipe. Ah oui, clairement.
Après, la vraie Non, question, c'est est-ce que le Costa Rica a le réservoir pour s'amuser à faire des tests sur une Gold Cup? Ça, Je pense pas. c'est la question. Moi, je pense pas, surtout que les leaders qui jouent à l'étranger, c'est-à-dire l'étranger pour Costa Rica, c'est aussi les États-Unis. Hein. Il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qui jouent en MLS. Ben voilà, si tu dois te priver de tous les joueurs qui jouent à l'étranger, c'est très compliqué pour faire une sélection. C'est très très compliqué. Donc t'es obligé de prendre les joueurs qui jouent à l'étranger. T'es obligé surtout de prendre les leaders. Et les leaders, notamment, je suis obligé de vous parler de Umana, Michael Umana, sans sélection. Il a dépassé le cap des 100 sélections. Je pense que ça va être le seul, si je dis pas de bêtises, dans cette Copa d'Euro à avoir 100 sélections avec son équipe nationale. Non, t'as du côté de Panama, tu as. Eh ben justement. Tu dois avoir justement. 130 sélections, je sais plus. Oh là. Ça doit être Calderon, peut-être. Gabriel Gomez. Et bah justement, tiens, ça tombe bien que tu me parles du Panama parce que je voulais justement parler du Panama. Donc, encore une fois, tu me passes la balle. Quelle belle transition. Une belle passe appuyée, mais dans la course. Alors, ma foi, le Panama, parce que voilà, on va pas se quitter non plus en ayant parlé uniquement de 4 équipes, d'avoir évoqué les 3 favoris et puis le Canada et merci, bonsoir. La Copa des Oro, ce n'est pas que ça, c'est aussi des équipes qui forcément sont bien derrière les gros favoris évoqués, mais qui de temps en temps jouent les troubles faits. Donc on va en parler du Panama, mais il y a aussi le Honduras par exemple. Après, il faut admettre que Jamaïque, Salvador, Curaçao, Martinique, voilà. Ouais, ça va falloir finir Curaçao quand même. Ah ouais. Ouais. D'abord, alors on va en parler, mais d'abord on va aller sur le Panama. Panama, moi je vais te poser des questions, Nicolas, sur le Panama. Je sais que tu connais un petit peu. Le Panama nous avait un petit peu surpris. Avait fait une Copa América 2016 assez correcte. Ouais. Un très bon premier match. Ouais. Mais quand on regarde, il y a eu un assez gros turnover sur les joueurs qui avaient été sélectionnés pour la compétition de 2016. Et moi, je retiens le gardien José Calderón qui était, Roderick Miller, qui était Miguel Camargo ou Armando Cooper, mais Gabriel Gomez, donc que tu as évoqué, mais le reste, ça a beaucoup tourné. Est-ce que pour le coup, eux, c'est parce qu'ils ont de quoi faire tourner ou c'est parce qu'ils se sont débarrassés d'une génération qui était très vieillissante? Il y a un peu de ça. Il y a une génération qui est en train de partir. D'ailleurs, on parle de Gabriel Gomez. Gabriel Gomez, il est plus vers la fin que vers le début. Hein. On parle d'un garçon qui a 33 ans. 33 ans, ouais. Donc là, ils arrivent avec une sélection un petit peu plus jeune. Hein. Il y a moins de grosses bouteilles. Mais autant, par exemple, Greg le disait très bien, il y a une grosse expérience, un gros vécu ensemble côté Costa Rica. Pour Panama, j'ai presque envie de dire qu'on n'en est pas loin. Hernan Dario Gomez, le sélectionneur, est en place et met en place son système depuis maintenant. Enfin, voilà, il a eu le temps de poser le jeu du Panama. On n'oubliera pas de dire que Panama est passé à un rien d'un barrage pour une Coupe du Monde en 2014. Merci les USA. Et devrait être le principal poil à gratter dans l'hexagonale finale pour la Russie. Moi, personnellement, je les vois y aller en Russie. Voilà, je ne sais pas s'il sera ça en tant que barragiste ou en prenant une place dans le top 3, mais je les vois y aller. C'est une équipe qui bosse ensemble depuis plusieurs mois, mais vraiment plusieurs mois, qui a acquis des certitudes dans le jeu. On l'avait un peu vu sur la Copa América, on l'avait vu sur la Gold Cup précédente. C'est vraiment, pour moi, c'est l'un des outsiders, très clairement. Le travail dont tu parles au niveau du Panama, tu l'as aussi vu dans les qualifs de la Coupe du Monde. Clairement, ils sont pas là par hasard. C'est ça. Et comme tu l'as dit, je pense honnêtement, ça peut largement finir devant les États-Unis et prendre une place dans le top 3, largement. C'est ce que je pense, et on les avait vus sur la dernière Gold Cup. Ça s'est joué à un vol arbitral, leur place en finale. Ils ont battu les États-Unis dans le match pour la 3e place. On les voit sur les qualifs, c'est sérieux. Il y a des joueurs que tu les évoquais, hein, Simon. Tu parlais de Camargo, on peut parler d'Armando Cooper, de Pimentel, d'Arroyo, des joueurs qu'on a déjà vus sur la dernière Gold Cup, qu'on a vus sur la Copa América, des joueurs extrêmement intéressants. Et voilà, ils ont des attaquants de talent. Je pense à Gabriel Torres qui est en Suisse, il me semble. Franchement, attention à Panama. Il y a en plus une philosophie de jeu par Hernan Dario Gomez qui a été mise en place. Ça joue vraiment. Oui, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas, c'est clair. C'était vraiment très intéressant à voir en 2016. Ouais. C'était vraiment très frais. Voilà, c'était un football frais, quoi. Ouais, et ça l'est toujours. Et ça l'est avec un petit peu plus de bouteilles et de vécu ensemble. Donc les certitudes dans le jeu, elles y sont.
Et voilà, ça peut être l'une des équipes. Enfin, ça sera très clairement une équipe emmerdante à jouer dans le groupe. Groupe qui est composé, je le rappelle, et qui est du coup assez ouvert pour le Panama, qui est composé des États-Unis, bon, mais aussi de la Martinique et du Nicaragua, qui ne sont pas des sélections majeures, et le Panama paraît clairement au-dessus. Honnêtement, je pense que dans ce groupe, le Panama peut se balader, peut finir premier. Ouais, je pense aussi qu'ils peuvent même viser la première place. Ouais, je suis d'accord. Ah oui. Et ensuite essayer d'éviter les gros au second tour et pourquoi pas s'offrir une demi de rêve, quoi, comme en 2014. Non, comme en 2013, pardon. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais le message, vraiment, s'il y a un message à faire passer sur Panama, c'est ne les sous-estimez pas. Et regardez-les surtout. Si vous pouvez, regardez-les. Ouais, aussi. Voilà, regardez-les parce que, ouais, franchement, c'est une équipe très intéressante. Et tu parles de ne sous-estimer personne, et je l'ai peut-être un peu fait en parlant des anti-hollandaises, le fameux Curaçao, de manière un peu légère. Et selon toi, ce n'est pas une équipe à sous-estimer du tout. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros boulot qui a été fait, notamment par Patrick Kluivert avant qu'il prenne des vacances au PSG. Il a vraiment, ils ont vraiment construit une sélection en prenant pas mal d'Européens, beaucoup de joueurs qui évoluaient notamment aux Pays-Bas. Hein. Normal, c'est un petit peu comme Martinique chez nous, qui prend beaucoup de joueurs qui évoluent en France. C'est logique, il y a la passerelle habituelle. Et c'est quand même une équipe qui en 2016 est passée, si je me rappelle bien, de la 150e place FIFA à la 75e en une année. Ils sont 70e maintenant. Il n'y a que Haïti devant eux, je crois, devant eux dans la zone. Voilà, ils sont extrêmement. C'est forcément l'équipe qu'on connaît le moins. Ça, c'est faut c'est ce que je disais. Curaçao, la plupart du temps, on s'en souvient à propos de la liqueur pour cocktail. Voilà, c'est ça. C'est quand même une équipe qui vient de gagner la Coupe des Caraïbes, au nez à la barbe de la Jamaïque. Donc c'est pas un petit résultat. Hein. Faut le dire très clairement. Et après, bon, vu leur groupe, ça va être compliqué. On le rappelle donc, le Curaçao va se battre avec El Salvador et la Jamaïque et le Mexique. Mais disons que, bon, voilà, ils vont être derrière le Mexique, ça c'est sûr, mais ils peuvent vraiment après, c'est ouvert. avec les deux autres. Voilà, c'est ça. Ils peuvent lutter avec les deux autres. Je suis pas convaincu. Même la Jamaïque, qui a un peu plus en théorie un peu plus d'expérience de ce niveau-là. Ouais, mais vas-y. Non, mais c'est simplement pour dire qu'ils ont gagné la Coupe des Caraïbes justement contre la Jamaïque, donc tu t'es pas à l'abri que Curaçao refasse le même match, quoi. Ouais, et j'ai l'impression, bon, ça a été assez compliqué la transition pour la Jamaïque. Après ce qui s'était passé, ils avaient fait une bonne Copa América au Chili, par exemple. Mais voilà, il y a eu une transition un petit peu plus compliquée. On n'est pas tout à fait dans les mêmes dynamiques, j'ai l'impression, entre Curaçao et la Jamaïque. La Jamaïque, normalement, sur le papier, ça reste costaud. Mais voilà, tu sais, c'est aussi une histoire de dynamique. À voir. On va voir. La Jamaïque, c'est aussi une inconnue. C'est une équipe qu'on attend assez haut parce qu'il y a de l'expérience, il y a de la bouteille maintenant et des joueurs qui jouent dans de très bons clubs. Mais je voulais évoquer aussi le Honduras. Le Honduras qui est donc dans le groupe du Canada, du Costa Rica, de la Guyane française, de Florent Malouda. Je l'ai appris tout à l'heure, je ne le savais pas. J'ai mal fait mes fiches. Et le Honduras, donc, on a l'habitude, qu'on commence à avoir un peu l'habitude de voir dans certaines, en Coupe du Monde, voilà, qui a fait la Coupe du Monde 2010 et 2014, par exemple, mais qui galère un petit peu en qualification pour la Russie 2018. Est-ce que le Honduras est encore un outsider à l'image du Panama, de la Jamaïque, ou est-ce que c'est un ton en dessous maintenant? Le Honduras a gagné la Copa Centroamericana avec une équipe bis, on va dire. Jorge Luis Pinto avait fait tourner. Et ils ont gagné sans être brillants, sans être vraiment intéressants dans le jeu. Mais bon, il avait essayé de redynamiser, remettre son groupe dans le bon sens. Sur la campagne de qualification, dans le jeu, c'est pas brillant, mais c'est encore en course. J'ai l'impression que, je sais pas comment l'exprimer. Il manque quelque chose à ce Honduras. Il manque un petit peu d'ambition dans le jeu. Justement, on parlait de Panama. Panama est ambitieux dans le jeu et travaille sur ces ambitions-là. Petit complexe d'infériorité, peut-être. Un habitus à être une nation de 4e zone dans le football et du coup ne pas chercher à être plus fort que ça, ce que clairement fait le Panama en ce moment. Mais tu vois, par exemple, pour le coup, le Honduras
j'ai presque envie de dire, naturellement doit être un grand de la zone et ne donne pas l'impression dans son jeu, dans sa façon d'évoluer sur un terrain, de se comporter comme un grand de la zone. On le voit être capable de se faire bouger. À la Centro Americana, c'était compliqué. On les a vus se faire bouger par des nations qui normalement qu'ils doivent normalement bien dominer. Et on voit des nations, le Panama, c'est un exemple, le Salvador, c'est un autre exemple qui travaille bien, avec l'ancien sélectionneur des U20 colombiens qui fait du taf. Voilà, il y a des nations qui travaillent, qui mettent en place des systèmes de jeu, qui mettent en place des systèmes de jeu ambitieux. Ça marche plus ou moins parce que c'est du travail à long terme. J'ai l'impression que ça, le Honduras ne le fait pas. Ouais, Pinto, le sélectionneur hondurien que je connais bien, qui est passé par notamment à la Relance au Costa Rica. Pourtant, lui, il aime plutôt le beau jeu. Il arrive à faire travailler ses équipes. Moi, c'est ça qui me pose un peu de problème, c'est que j'ai l'impression qu'en fait cette hache-là, elle a pas évolué depuis 2014. Ça fait déjà presque 4 ans, et j'ai l'impression qu'en 4 ans, c'est toujours la même équipe, quoi. Ils ont pas bougé d'un iota, alors que pourtant le sélectionneur aime plutôt le beau jeu et arrive à faire travailler ses équipes. Donc où est le problème? Je sais pas, mais en tout cas, moi je trouve qu'elle ne progresse pas, quoi. Non, on est d'accord. On a l'impression que cette sélection ne progresse pas et n'a pas d'idée. C'est peut-être ça le plus inquiétant avec ce Honduras. J'espère pour eux qu'ils vont nous faire mentir pendant la compète. Et normalement, ils vont être derrière le Costa Rica, mais attention, parce que Canada. De toute façon, c'est la Guyane. La Guyane peut en perturber plus d'un avec des joueurs. J'allais on va justement un petit peu avant de se quitter évoquer ces dernières, le reste de ces petites sélections qu'on connaît très peu et qui n'ont pas forcément de très grandes chances dans la compétition, mais qui comptent quand même. La Guyane française, justement, comme tu le dis, qui selon toi peut avoir un petit rôle de poil à gratter dans ce groupe A du Canada, du Costa Rica et du Honduras, selon vous? Écoute, on parlait du Honduras il y a un instant. On va juste rappeler que le Honduras s'est qualifié pour la dernière Gold Cup en 2015 en battant la Guyane lors d'un match de barrage et s'est qualifié pour un but. Voilà. C'est juste pour dire que c'était il y a 2 ans. La Guyane n'était pas passé loin justement d'aller à la Gold Cup en 2015 et d'éliminer le Honduras. Ils avaient gagné 3-1 chez eux, ils avaient perdu 3-0 au Honduras. Ça s'était joué à rien. C'est des nations et c'est pareil. Guyane, c'est pareil pour la Martinique. Il s'appuie aussi sur des joueurs qui évoluent en France, qui évoluent parfois dans certains clubs. Tu vois, ils ont de la bouteille derrière. Je pense par exemple pour la Guyane, tu as des joueurs comme Sloan Priva, comme Roy Contou ou comme Ludovic Ball. Alors forcément, ou Malouda, c'est quand même des gars qui ont une sacrée expérience du haut niveau. Donc, et dans ces compétitions-là, ça peut justement faire la différence. Mais contrairement par exemple au Nicaragua ou au Salvador, par exemple, on peut se poser des questions quant à la professionnalisation au niveau professionnel de sa sélection, parce que pour la grande majorité, ils évoluent dans leur propre championnat. La Guyane française récupère des joueurs de Ligue 2, de Ligue 1, même parfois, c'est Roy Contou, Sloan Priva, et sans être des cracks en France, c'est des joueurs qui ont une expérience du niveau professionnel, du haut niveau. En ce qui concerne le dossier Malouda, je ne sais pas si Nico tu en sais plus que moi du point de vue règlement, mais comment se fait-il qu'il puisse jouer avec la Guyane? Tout simplement parce qu'il n'a pas été sélectionné avec l'équipe de France dans les 5 dernières années. D'accord. Ça avait été aussi le cas d'Ngoti pour la Guadeloupe, c'était pas Ngoti? Non, un joueur de cette génération-là de l'équipe de France. C'était le cas de Angloma. C'est ça, merci. Angloma. Ouais, mais on est bien d'accord que ces sélections bénéficient d'un régime de faveur, puisque normalement on n'a pas le droit. Oui, c'est des accords qui sont passés avec la FIFA. D'accord. Donc, mais voilà, et tu vois, ça donne des nations. Et c'est pareil. Franchement, c'est pareil pour la Martinique. La Martinique a des joueurs. Des joueurs d'expérience, des joueurs habitués à un bon niveau. La Martinique, par exemple, elle n'aura pas des joueurs comme Faubert ou Théophile Catherine qui auraient pu être là. Tu vois, on parle de joueurs quand même, de pas n'importe qui. Et quand tu vois les effectifs qui sont présents, c'est des gens qu'on a croisés en Ligue 1 ou en Ligue 2. La Martinique, le gardien, c'est Kevin Olimpa qu'on avait vu passer à Bordeaux. Steven Langille en attaque. Voilà, Steven Langille, Johan Odell. C'est des joueurs qu'on connaît, c'est des joueurs qui ont un vrai vécu du haut niveau.
Donc c'est pour ça que c'est des sélections qui sont toujours un petit peu compliquées. Je rappelle que la Martinique, sa dernière présence en Gold Cup, c'était 2013. Ils sont éliminés à la dernière journée en perdant face au Mexique. Hein. Donc Et on rappelle que la Guadeloupe, justement la Guadeloupe d'Angloma avait fait une demi-finale, il me semble, dans les années 2000, au début des années 2000. Ouais. Donc Curaçao peut rappeler Seedorf et Davids. Alors, sauf que non, parce que ça risque deux. Non, mais après, je sais pas si. Non, mais surtout que ces deux personnages-là, ils sont pas nés au Curaçao, ils sont nés au Suriname. Voilà, en plus. C'est un autre pays. Tout à fait. Désolé pour ma. Désolé pour mon inculture néerlandaise. Dis pas de bêtises. Non, mais il faut se méfier de ces pays, de ces équipes-là. Après, on est d'accord, on sait pas trop à quel point elles vont être capables de lutter. Surtout dans le fait où, comme tu le dis, par rapport au Panama, au Costa Rica, notamment, c'est pas des équipes qui ont une grosse expérience en tant que groupe. Ouais, donc, c'est ça. C'est un peu ce qui risque de pêcher pour la Martinique, qui est dans un groupe quand même compliqué. Hein, États-Unis, Panama, même Nicaragua. Nicaragua, c'est pas si inintéressant que ça. Voilà, c'est. Après, c'est la Guyane, c'est ça qui est dans le groupe du Costa Rica et du Honduras, et qui joue d'ailleurs son premier match. C'est la Guyane qui joue son premier match contre le Canada. Si la Guyane bat le Canada dès le premier match et que le Costa Rica bat le Honduras, après c'est un peu ouvert, quoi, parce qu'il suffit de faire un bon résultat face à Honduras, c'était qualifié, quoi. Ouais, autant je pense que ça va être un petit peu plus compliqué pour la Martinique, autant je pense que la Guyane a une vraie carte à jouer dans son groupe. Du fait du tirage. Ouais, oui, bien sûr, du fait du tirage. Ils les ogres quand même. Donc, et du calendrier aussi, parce que du coup ça te permet de voir s'affronter Costa Rica et Honduras dès le départ, quoi. Ouais, clairement. Et pour finir, tu as cité Nicolas, le Nicaragua, et on peut citer avec aussi Salvador, qui sont un peu les deux dernières sélections qu'on n'a pas encore citées, voilà, tout simplement, dont on n'a pas encore parlé, et qui sont ma foi des petites équipes, petites écuries de ce tournoi. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces deux sélections? Qui ont fini quatrième? Pas sûr. Pas sûr. Après Salvador, si. Salvador, ouais. Non, mais après, on ne sait jamais. C'est Salvador. Est-ce qu'ils finiront quatrième? Probablement. Je pense qu'ils joueront la troisième place, soit face à Curaçao directement. Ça va beaucoup dépendre. Le Curaçao-Jamaïque qui va ouvrir le groupe va être vraiment déterminant pour savoir qui va jouer la troisième place. Salvador a fait une très bonne Copa Centroamericana. A été extrêmement intéressant à avoir joué. Je vais pas en faire un favori, hein. Faut pas abuser non plus. Non, faut être sérieux un instant. Mais ils ont fait une belle compétition en Centroamericana. Ils ont des joueurs intéressants. Je pense aux deux attaquants, Zelaya et Nelson Bonilla. Et vraiment, ils ont un sélectionneur qui, un peu à l'image d'Hernan Dario Gomez avec Panama, Eduardo Lara, qui est colombien. Tente de monter un projet. Exactement, et qui sait construire, parce que c'est quand même l'homme qui a tenu la sélection des U20 colombiens pendant plusieurs années. Donc voilà, il y a un projet. On est d'accord qu'ils n'ont pas des joueurs, ils n'ont pas le futur ballon d'or caché au sein de leur effectif, mais on sait très bien aussi que quand tu as un vrai projet de jeu et que tu appliques ce projet de jeu dans une compétition comme cela, tu peux embêter. On n'en fera pas des favoris, on n'en fera pas des outsiders, mais voilà, ils peuvent aller chercher une troisième place. Et le Nicaragua ? Nicaragua, c'est un peu pareil. Ils ont été intéressants. Ils ont été intéressants aussi pendant cette Copa Centroamericana. Le souci, c'est leur groupe. Quand tu te prends États-Unis et Panama, il y a moyen de voir dévoler. Il y a moyen, voilà. Alors eux aussi, pareil. Leur chance entre guillemets, c'est que justement États-Unis et Panama, c'est le match d'ouverture du groupe. Donc en gros, s'ils font le boulot, qui peuvent se perdre dedans. C'est ça. Et si eux font le boulot face à la Martinique, ils peuvent se retrouver dans des conditions un petit peu plus favorables pour au moins viser la troisième place. Je pense qu'ils peuvent chercher à attraper la troisième place face à la Martinique, et ça se jouera, je pense, dans ce duel face à la Martinique en match en direct, parce que il y a quand même un sacré écart entre États-Unis, Panama et le Nicaragua. C'est un peu le groupe le plus déséquilibré finalement de cette Copa Oro. C'est le groupe où normalement, mais après tu sais c'est toujours pareil sur le papier. Ouais. Et le groupe où sur le papier, on a les deux premiers. Voilà. Le groupe déséquilibré, c'est le groupe C. Le Mexique va être devant et puis les autres vont se battre pour ce qui reste. mais voilà, s'il y a un groupe où on peut normalement sortir les deux premiers, c'est États-Unis-Panama. C'est le groupe B. D'accord. Merci beaucoup messieurs. On a fait le tour de cette trilingue, de cette compétition trilingue, Copa de Oro, Gold Cup, Coupe d'Or.
qui aura lieu aux États-Unis du 7 juillet au 26 juillet. Donc, elle commence demain, cette compétition, avec Guyane française, Canada, pardon, et Honduras, Costa Rica. Alors personnellement, j'ai les horaires brésiliens devant moi, 20h et 22h au Brésil, mais ça n'intéresse personne. Donc, est-ce que tu veux les, tu veux les horaires français ou tu veux les horaires... les horaires français, logiquement, ça fait moins 5, donc 15h Guyane française, Canada, et 17h Honduras, non, le Costa Rica. 1h du matin. Le Costa Rica Honduras c'est à 3h du matin et le match d'avant il me semble que c'est à minuit. 1h du matin. 1h du matin, parce que plus simple. Voilà, donc les deux matchs d'ouverture, Guyane française, Canada, Honduras, Costa Rica, suivi le lendemain d'un alléchant États-Unis, Panama. Et voilà, dans la qui lui sera à 22h30, donc à des heures tout à fait regardable en France. Qui sera suivi d'un Martinique, Nicaragua, Curaçao, Jamaïque, Mexico, Salvador, Costa Rica, Canada. On a fait le. Finalement, la seule excuse que l'on peut avoir, c'est que c'est pas diffusé en France, malheureusement. C'est malheureusement, à la grande déception de pas mal de gens. Voilà, moi je me souviens avoir commenté la dernière édition à l'époque où SFR Sport s'appelait Ma Chaîne Sport. Je sais que les gens avec qui j'ai commenté auraient bien aimé remettre le couvert cette année. Voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est comme ça. Juste pour truc, vous êtes sûr que ça démarre demain soir, ça démarre pas dans la nuit de vendredi à samedi? Ça démarre dans la nuit de vendredi à samedi. C'est samedi matin pour nous. Et on est mercredi, autant pour moi, on enregistre mercredi, mais ça va. Le podcast sortira même probablement le vendredi. Donc Nicolas, donc t'avais fait un effet un peu spécial pour la diffusion, mais Nico a tout cassé. Exactement. Je le couperai peut-être. Ce sera probablement coupé au montage. Ah là, je vais. Putain, le mec il va me couper au montage. Scandale. Non. J'assume mon erreur. Je précise qu'on enregistre donc cette émission. Et que les organisations prévues. Tu peux me couper au montage. Et que cette compétition donc démarre le 7 juillet avec Guyane. Merci messieurs. Merci bien. Beaucoup. Merci à toi. C'était on va dire un peu le dernier podcast de cette première saison. On reviendra dans un mois en essayant de toucher plus d'hébergeurs, on va dire d'hébergeurs de diffusion, parce que maintenant on est sur Mixcloud, mais on va essayer d'aller sur iTunes et sur d'autres lieux de podcasting et puis ma foi encore avec plein d'autres sujets en parlant des championnats tous plus exotiques les uns que les autres, comme dirait notre ami Anthony de Varenne. Tout ce que peut faire de diffuser de bien le lucarne opposé. Voilà, tout le monde, l'univers du football, lucarne opposé. Merci messieurs et ma foi, chers auditeurs, c'était un plaisir de vous avoir parlé de tout notre football sur cette première saison des podcasts vraiment établis de lucarne opposé. Et je vous dis merci à la prochaine. Merci beaucoup. Bonnes vacances.